La vie infernale par Émile Gaboriau, partie 12 du livre audio, chapitre 4 du tome 2. Comment M. Fortunat, cet homme si habile, avait-il choisi un dimanche, et un dimanche de course de Vincennes, qui plus est, pour se présenter chez M. Wilkie, le séduisant ami du vicomte de Coralt? Son anxiété pouvait expliquer cette faute, mais ne la justifiait pas. Il est sûr que sans cette circonstance, on ne l'eût pas congédié si cavalièrement. On l'eût laissé développer ses propositions, quitte à les refuser, et alors, qui sait ce qu'il fût advenu. Mais il y avait des courses. Mais M. Wilkie avait à surveiller Pompier de Nanterre, ce fameux steeple-chaser dont il était propriétaire pour un tiers, et à donner ses ordres au jockey dont il était, pour un tiers également, le maître et le seigneur. Devoir sacré. Ce fait d'être commanditaire d'une malheureuse rosse constituait tout l'état social de M. Wilkie. Cela le posait bien dans son monde. Cela justifiait les trophées de cravache et d'éperon qui ornaient son appartement de la rue du Helder et lui permettaient de trancher du sportman. Bien plus, il s'imaginait très positivement être attendu sur le turf et que, sans lui, la fête ne serait pas complète. Cependant, lorsqu'il se présenta dans l'enceinte du pesage, fièrement, le cigare à la bouche, la carte au chapeau, il dut s'avouer que son entrée ne faisait pas sensation. Une étonnante nouvelle circulait et donnait au groupe de parieurs et de turfistes, M. Wilkie eût dit au ring, un aspect tumultueux. On discutait à grand renfort de mots anglais la soudaine détermination prise par le marquis de Valorcey de payer forfait et de retirer tous ses chevaux engagés. Les mieux informés assuraient même que la veille, aux betting rooms, il avait annoncé hautement l'intention où il était de vendre son écurie de course. Si le marquis, en prenant ce parti, avait espéré désarmer la malveillance, l'événement déjouait son calcul. La rumeur allait grossissant qu'il accusait d'avoir, aux courses du dimanche précédent, parié sous main contre son cheval, Domingo, et d'avoir ensuite donné des ordres pour qu'il ne gagnât pas. Il y avait des sommes considérables engagées sur Domingo, qui était grand favori, et les perdants n'étaient pas contents. D'aucuns affirmaient qu'ils avaient vu le jockey de Valorcey tirer Domingo, c'est-à-dire le retenir. Ils soutenaient qu'il fallait faire un exemple, disqualifier à perpétuité le marquis et son jockey, autrement dit, les exclure à tout jamais des courses. Cette mesure eût annulé les paris. Mais une circonstance d'un grand poids plaidait pour le marquis. Sa fortune. Celle, du moins, qu'on lui supposait. Comment un homme si riche, observaient ses défenseurs, serait-il descendu jusqu'à voler? Car c'est prendre l'argent dans la poche du monde que de faire ce que vous dites. C'est pire que de tricher les cartes à la main. C'est impossible. Valorcey est au-dessus de ces misérables allégations. C'est un parfait gentilhomme. Parfait, soit, répondaient les sceptiques. On en disait précisément autant de Croisenois, du duc de H et du baron P, lesquels ont été finalement convaincus de l'indigne supercherie dont nous accusons Valorcey. C'est une infâme calomnie. S'il eût eu l'idée de tricher, il eût été assez habile pour dérouter les soupçons. Il eût fait arriver Domingo bon second, et non pas mauvais troisième. S'il n'était pas coupable, il n'aurait pas peur, il ne retirerait pas aujourd'hui ses chevaux, il ne vendrait pas son écurie. S'il renonce aux courses, c'est qu'il se marie, ne le savez-vous pas? Eh, ce n'est pas une raison. Qu'eût-ce donc été si on eût soupçonné la déconfiture jusqu'alors si habilement dissimulée de M. de Valorcey? Mais n'importe, calomnie ou non, c'était une première éclaboussure sur une renommée jusqu'alors intacte et brillante. Comme tous les joueurs, les turfistes sont défiants et rancuniers. Nul n'est à l'abri de leurs soupçons quand ils perdent, de leur colère quand ils se croient dupes. Ils n'ont sans doute besoin que d'interroger leur conscience pour comprendre jusqu'où peut entraîner le jeu.
Cette affaire de Domingo réunissait contre Valorcet tous les perdants. Elle armait contre lui un petit bataillon d'ennemis, impuissants pour le moment, mais prêts à prendre une éclatante revanche dès que l'occasion s'en présenterait. Tout naturellement, M. Wilkie s'était rangé du parti de M. de Valorcet, dont il avait plusieurs fois entendu célébrer les mérites par son ami M. de Coralt. Il eût agi de même sans cela, rien que pour avoir la satisfaction de crier « Accuser ce cher marquis ? Ah, je la trouve mauvaise. Lui qui, hier soir, me disait encore « Mon excellent bon, la défaite de Domingo me coûte 2000 louis. » M. de Valorcet ne lui avait rien dit, par cette raison qu'à peine il le connaissait de vue. Mais n'importe, cela faisait bien, estimait-il, de se déclarer son ami, et quand il disait « Ce cher marquis », il en avait plein la bouche. Cependant, il avait beau s'agiter, on ne prenait pas garde à lui. Cela le dépitait. Avisant son jockey, il lui fit un signe et l'entraîna hors de l'enceinte réservée. C'était un grand mauvais drôle ce jockey, ivrogne et paresseux, chassé de toutes les écuries où il avait servi, qui se moquait outrageusement des jeunes messieurs qu'il avait à leur service et qui les volaient sans pudeur ni mesure. Outre qu'il se faisait payer très cher, 8000 francs par an, sous prétexte qu'il lui répugnait d'être à la fois palefrenier, entraîneur et jockey, il présentait chaque mois des factures fabuleuses. Du grainetier, du vétérinaire, du maréchal et du cellier. De plus, il vendait régulièrement, pour en boire le prix, l'avoine de Pompier de Nanterre, lequel crevait de faim, le malheureux, à ce point de tenir à peine sur ses jambes. La maigreur du cheval, le jockey la mettait sur le compte d'un entraînement habile, et les propriétaires le croyaient. Il leur en faisait accroire bien d'autres. Que Pompier de Nanterre gagnerait la course, par exemple. Plaisanterie sinistre, en ceci que sur la foi de cette fallacieuse promesse, ils mettaient leur argent sur la misérable rosse, et le perdaient. Dans le fait, cet honnête jockey eût été le plus heureux des mortels s'il n'y eût jamais eu de course. D'abord, il jugeait, non sans raison, très dangereux de franchir des obstacles avec un cheval comme le sien. Ensuite, rien ne l'excédait comme d'être obligé de se promener successivement avec ses 3 patrons. Mais le moyen de refuser. Il savait bien, le rusé drôle, que si les spirituels associés le payaient, c'était surtout, ou plutôt, c'était uniquement pour se parer de lui. Se pavaner sur la piste, devant les tribunes, avec leur jockey en casaque orange à manches vertes et noires, était pour eux une satisfaction de vanité à nul autre pareille. Leur conviction était qu'il en rejaillissait sur eux une considération énorme, et ils se gonflaient de l'envie qu'ils pensaient inspirer. C'était à ce point que chacun d'eux accusait les autres d'accaparer le jockey, et qu'il en essaie des disputes terribles, dont une faillit un jour les conduire sur le terrain. Arrivé le premier, M. Wilkie s'emparait du bourreau de Pompier de Nanterre. C'était dans l'ordre. Et jamais, pour se montrer, les circonstances ne furent plus favorables. La journée était magnifique. Les tribunes craquaient sous le poids des spectateurs. 200 000 curieux se pressaient le long des cordes qui limitent la piste. Aussi, M. Wilkie semblait-il se multiplier et jouir du don d'ubiquité, tant il se fit voir promptement sur 10 points différents, toujours suivi de son jockey, auquel il donnait ses derniers ordres d'une voix très haute, en gesticulant beaucoup. Et quelle joie quand, sur son passage, il entendait dire « Ce monsieur est un de ceux qui font courir ». Quel ravissement lorsqu'il recueillait l'exclamation de quelques bourgeoises admirant la soie de la casaque ou les revers des bottes. Malheureusement, il n'est pas de bonheur durable. Les associés arrivèrent, qui réclamèrent le jockey à leur tour. Dépossédé, M. Wilkie abandonna la piste et, se faufilant à travers les équipages, gagna une voiture où les 2 demoiselles qui lui avaient fait l'honneur d'accepter à souper la veille étalaient les cheveux les plus jaunes qu'elles possédassent. Là encore, il trouva moyen de fixer l'attention sur lui et de faire preuve de chic.
Ce n'était pas pour rien qu'il avait fait remplir de vin de champagne le coffre de la voiture. Et l'instant décisif venu, on put le voir se hisser sur sa banquette en criant « Voilà, voilà, regardez, bravo, pompier, 100 louis pour pompier !» Hélas, le pauvre pompier de Nanterre tomba épuisé à moitié de la distance à parcourir. Et le soir, M. Wilkie narrait sa défaite avec un luxe de termes techniques à faire frémir. « Quel guignon ! Mais excellent bon, disait-il à ses amis, pompier de Nanterre, un steeple-chaser incomparable, tombé, broken down, après la banquette. Et battu par qui ? Par Mustapha, un outsider, sans performance. Le ring en était tout ému. Moi, j'en suis comme une folle. » Cette défaite, cependant, ne l'affectait pas trop. N'avait-il pas en perspective cet héritage dont lui avait parlé son ami le vicomte de Coralt ? Il lui apparaissait à l'horizon, tel qu'un nuage gros d'or, près de crever sur lui. Et c'était le lendemain que M. de Coralt devait lui livrer le secret. Il n'avait plus que 24 heures à attendre. Demain, se répétait-il avec un frémissement d'impatience et de joie, demain. Il s'endormit dans la pourpre ce soir-là. Son imagination s'exaltait à cette pensée que tous ses rêves se matérialiseraient, qu'il lui serait donné d'étreindre son idéal devenu réalité. Et quel idéal, quel rêve! Il se voyait à la tête d'une écurie pour de bon, et non plus d'un tiers de cheval. L'argent ne manquerait jamais à ses caprices. Il éclabousserait les passants et surtout ses excellents bons du haut d'une voiture superbe. Le meilleur tailleur inventerait pour lui des coupes étourdissantes. À toutes les premières représentations, il s'étalerait dans une avant-scène avec les demoiselles les plus connues. Paris s'occuperait de lui. On parlerait de ses petites fêtes dans les journaux. Il ferait tapage, esclandre, scandale. Il serait chic, très chic, épatant de chic. Tout cela, M. de Coralt le lui avait promis, sans dire son dernier mot. Il est vrai. Mais n'importe. Devait-il donc douter de la parole de son ami ? Jamais. Si le vicomte était son modèle, il était aussi son oracle. Même, à la façon dont il en parlait, on eût juré qu'ils avaient été élevés ensemble, ou que, du moins, ils se connaissaient depuis des années. Il n'en était rien, cependant. Leur relation datait de 8 ou 8 mois, au plus, et le hasard, en apparence, les avait noués. Ce hasard, il faut le dire, M. de Coralt l'avait préparé. Ayant flairé le secret des promenades de Madame Lia d'Argelès, rue du Helder, le vicomte voulut vérifier ses soupçons. Il épia M. Wilkie, sut où il passait ses soirées, s'y trouva et fut assez adroit pour lui rendre, dès la 3e rencontre, un service d'argent. De ce moment, la conquête fut faite. M. de Coralt avait vraiment tout ce qu'il fallait pour éblouir et charmer le spirituel commanditaire de pompier de Nanterre. Il avait son titre, d'abord, puis ses façons impertinentes, le plus impudent aplomb, tous les dehors d'une fortune considérable, et enfin le prestige de nombreuses et grandes relations. Il ne tarda pas à reconnaître ses avantages et à en profiter. Et tout en maintenant M. Wilkie à distance, il lui eut promptement tiré assez de confidence pour savoir sa vie mieux qu'il ne la savait lui-même. À la vérité, M. Wilkie ne connaissait pas grand-chose de son origine ni de son passé, et son histoire était vite contée. Sa plus lointaine impression était celle de la pleine mer. Il était positivement sûr d'avoir fait, étant tout enfant, une très longue traversée. Il se supposait né en Amérique, et le nom qu'il portait justifiait ces suppositions. Certainement, la langue française n'était pas celle qu'il avait bégayée la première, car au fond de sa mémoire, il retrouvait encore un certain nombre d'expressions anglaises. Le mot que traduit celui de père, entre autres, lui était resté familier, et après 20 ans, il le prononçait avec l'intonation exacte. Ce nom, on le lui avait appris, évidemment, mais nulle souvenance ne lui restait de l'homme à qui il le donnait.
Ses premières sensations bien nettes étaient celles de la faim, de la fatigue et du froid. Il se rappelait, et cela très distinctement, que durant toute une interminable nuit d'hiver, une femme l'avait traîné à travers les rues de Paris sous une pluie glaciale. Il lui semblait se revoir encore, les pieds demi-nus dans la boue, pleurant de lassitude et demandant à manger. Et alors, l'infortuné qui lui donnait la main le prenait entre ses bras et le portait, jusqu'à ce que, n'en pouvant plus, elle fût forcée de le poser de nouveau à terre. Une image confuse de cette femme, sa mère vraisemblablement, était restée dans sa mémoire. Elle était, selon son expression, crânement belle, assez grande et très blonde. Il avait été surtout frappé de sa pâleur et de la profusion de ses beaux cheveux. Tout autre que lui, abandonné comme il l'était, eût conservé de cet épisode de son enfance une émotion douloureuse. Lui, qui était un esprit fort, en riait. « Quelle dèche, mes chers bons !» disait-il quand il lui arrivait de raconter cette aventure. « Quelle dèche !» Cette misère, cependant, n'avait pas duré. Il se souvenait d'avoir été, peu après, installé dans un très bel appartement. Un homme, assez jeune encore, qu'on appelait Monsieur Jacques, il avait retenu ce nom, venait tous les jours et lui apportait des friandises et des jouets. D'après son estimation, il pouvait avoir 4 ans à cette époque. Il n'y avait guère plus d'1 mois qu'il jouissait de ce bien-être, quand un matin un étranger se présenta qui s'entretint longtemps avec sa mère, ou du moins avec la femme qu'il nommait ainsi. Il ne comprenait rien à ce qu'il disait, et cependant il avait peur. L'événement devait justifier son effroi instinctif. La conversation terminée, sa mère le prit sur ses genoux et se mit à l'embrasser avec une tendresse convulsive. Elle sanglotait et répétait d'une voix étouffée. « Pauvre enfant, mon Wilkie bien-aimé, ne plus l'embrasser jamais, jamais. Hélas, il le faut. Donnez-moi du courage, mon Dieu. » Elle avait dit exactement cela. M. Wilkie en était positivement sûr. Il lui semblait encore entendre cet adieu désespéré. Car c'était bien un adieu. On le remit à cet étranger qui l'emporta malgré ses cris et ses efforts pour lui échapper. « Car je la trouvais mauvaise », ne manquait-il jamais d'ajouter quand il en était là de son récit. Cet étranger, à qui on le confiait, n'était autre qu'un digne marchand de soupe de Saint-Germain, dont la femme était la meilleure et la plus patiente des créatures. Ce qui n'empêche que dans les premiers temps, il ne cessait de pleurer et de demander sa mère. Peu à peu, il l'oublia. Il n'était pas malheureux chez ce maître de pension. On le soignait et on le choyait plus que tous les autres élèves. On se gardait bien surtout de le tourmenter pour apprendre quoi que ce fût, et ses journées se passaient à jouer sur la terrasse ou à vagabonder. Mais cette vie charmante ne pouvait durer éternellement. Il venait d'avoir 10 ans, toujours d'après son calcul. Lorsqu'un dimanche, vers la fin d'octobre, il vit arriver un monsieur à physionomie grave, raide, strictement vêtu de noir, étalant de longs favoris roux sur une cravate blanche, lequel lui déclara se nommer M. Patterson et être chargé par sa famille de le placer dans un lycée pour y continuer son éducation. Le jeune Wilkie se récria beaucoup et se lamenta. M. Patterson, qui était payé pour remplir un certain mandat, ainsi qu'il le dit, ne l'en conduisit pas moins à Louis-le-Grand, où il fut admis pensionnaire. Là, pendant des années, il s'ennuya prodigieusement. Ne faisant rien, doué d'une intelligence médiocre, il n'apprit rien. Tous les dimanches et les jours de fête, à 10 heures précises, M. Patterson venait le prendre, le promenait gravement dans Paris ou aux environs, le faisait déjeuner et dîner dans les meilleurs restaurants, lui achetait tout ce dont il avait envie et, à 9 heures sonnant, le reconduisait au lycée. Pendant les vacances, M. Patterson gardait le lycéen près de lui, ne lui refusant aucune distraction, prévenant ses désirs, mais ne le perdant pas de vue une minute. Et si Wilkie se révoltait de cette incessante surveillance, M. Patterson avait une façon de répondre. « J'ai un mandat à remplir », qui coupait court à toute espèce de discussion. Ainsi les choses marchèrent,
jusqu'au jour où M. Wilkie eut achevé sa philosophie. L'épreuve du baccalauréat lui restait à subir. Il se présenta à l'examen et, comme de juste, fut refusé. Par bonheur, M. Patterson était un homme d'expédient. Il plaça son élève dans un établissement spécial et, moyennant 5 billets de 1 000 francs, dénicha un pauvre diable qui consentit à risquer 3 ans de prison et qui passa l'examen sous le nom et à la place de M. Wilkie. Maître à ce prix du précieux diplôme qui ouvre toutes les carrières, M. Wilkie espérait qu'on allait garnir amplement ses poches et lui donner la volée. Erreur. M. Patterson le remit aux mains d'un vieux précepteur chargé de lui faire visiter l'Europe et de l'initier à la pratique de la vie et des hommes. Ce précepteur avait la bourse. Force lui fut de le suivre en Allemagne, en Angleterre et en Italie. Quand il revint à Paris, il avait 20 ans. Dès le lendemain, M. Patterson le conduisit rue de Helder à l'appartement qu'il occupait encore, et de son air le plus solennel. « Vous êtes ici chez vous, monsieur Wilkie, prononça-t-il. Vous êtes en âge de mesurer vos actions. J'espère donc que vous vous conduirez en honnête homme. De ce moment, vous êtes libre. On souhaite que vous fassiez votre droit. À votre place, j'obéirai. Si vous voulez être quelque chose et avoir toujours du pain, travaillez, car vous n'avez rien, je vous en avertis, à attendre de personne. La pension, trop considérable, à mon avis, qu'on vous alloue, peut, je ne vous le cache pas, être supprimée du jour au lendemain. Jusque-là, j'ai ordre de vous remettre chaque trimestre 5 000 francs. Les voici. Dans 3 mois, je vous enverrai pareille somme. Je dis enverrai parce que mes intérêts m'obligent de retourner en Angleterre et de m'y fixer. Voici mon adresse à Londres. S'il vous survenait quelque embarras sérieux, écrivez-moi. Sur quoi, mon mandat étant rempli, salut. Hé, va-t'en au diable, vieux serin, gronda M. Wilkie en refermant la porte sur M. Patterson. À Chaillot, les gêneurs. Voilà tout ce que son excellent cœur lui inspira, en se séparant, peut-être pour toujours, de l'homme qui, pendant 10 années, lui avait, en définitive, tenu lieu de famille. C'est que déjà, à cette époque, M. Wilkie était un garçon très fort, au moins en théorie, et bien au-dessus des préjugés du commun. S'il avait été rebelle à toutes les études du lycée, il s'y était instruit de quantité de choses que les professeurs n'enseignent pas. Quelques cancres, ses intimes, dont les parents étaient riches et qui jouissaient de leur liberté au jour de sortie, l'avaient initié aux grandes façons et lui avaient appris à discerner ce qui est chic de ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas de circulaire de M. Duruy qui tienne. On retrouvera toujours au fond des lycées, à Paris surtout, comme un reflet des mœurs du temps. Le portier peut surveiller la contrebande du tabac et des liqueurs, il ne saurait arrêter à l'entrée les idées bêtes et malsaines que certains élèves rapportent du dehors. Que les crevés actuels se rassurent, les successeurs ne leur manqueront pas. Des sages conseils de M. Patterson, rien ne resta dans l'esprit de M. Wilkie. Ils lui entrèrent, comme on dit familièrement, par une oreille et sortirent par l'autre. Un seul fait, pour lui, se dégagea de ce dernier entretien, c'est qu'il était son maître désormais et qu'il avait une fortune. Quel rêve! C'est-à-dire non, c'était bien une réalité. Il y avait là, sur la table, pour l'attester, 5 000 francs en beaux louis, vivants, frétillants, grouillants. S'il eût pris la peine de visiter attentivement cet appartement devenu tout à coup le sien, M. Wilkie eût peut-être reconnu qu'il avait été arrangé avec amour. Tout y était neuf, et cependant tout avait l'empreinte de la vie. Ce n'était pas le froid et morne logis meublé sur commande, bien ou mal selon le prix, par un tapissier. Les moindres détails trahissaient une main amie, la délicatesse d'une femme, la tendresse prévoyante d'une mère. Aucune des petites superfluités qui peut flatter un jeune homme n'avait été oubliée. Il y avait des londrets choisis dans une boîte de bois des îles, sur la table et sur la cheminée un pot plein de tabac.
Mais M. Wilkie avait bien le temps de remarquer cela, vraiment. Il se hâta de couler 500 francs dans son gousset, serra le surplus de ses richesses dans un tiroir et s'élança dehors d'un air aussi fier que si Paris lui eût appartenu, ou qu'il eût eu de quoi l'acheter. C'est qu'il lui fallait quelqu'un pour fêter sa délivrance, et il courait à la recherche de quelqu'un de ses camarades de Louis le Grand. Il en trouva 2. L'un qui était en train de mal tourner, l'autre qui, depuis 18 mois, qu'il s'était perdu de vue, avait gaspillé le modeste capital qui constituait tout son avoir, une 40 000 francs. Quoiqu'il en coûtât extraordinairement à son amour-propre, M. Wilkie dut avouer à ses anciens camarades qu'il jouissait de sa liberté pour la première fois et qu'il en était quelque peu embarrassé. Eux, naturellement, qui avaient le pied marin, à ce qu'ils affirmaient, lui jurèrent qu'il l'aurait vite mis au fait de la seule vie que puisse mener à Paris un garçon intelligent. Et pour le lui prouver, ils acceptèrent le dîner qu'il s'était empressé de leur offrir. Ce fut un dîner remarquable. D'autres amis vinrent, on fit au dessert un petit bac de santé, et dans la nuit, on dansa. Et au petit jour, ayant payé son apprentissage au baccarat, M. Wilkie se trouva sans un sou en poche, en face d'une addition de 400 et quelques francs qu'il dut courir chercher chez lui sous l'escorte d'un garçon de restaurant. Cette première épreuve eût dû le dégoûter, ou tout au moins lui donner à réfléchir. Mais non, dans ce milieu de crevés besogneux et de demoiselles plâtrées, il s'était senti dans son élément. Il se jura qu'il y resterait et que même il s'y créerait une réputation et une influence. C'était plus aisé à concevoir qu'à exécuter. Il s'en aperçut bien lorsqu'à la fin du mois, il compta ce qu'il avait encore des 5 000 francs qu'on lui avait donnés pour un trimestre. Il lui restait 15 louis et quelques menus monnaies. C'est que 20 000 francs par an, c'est selon qu'on arrange sa vie, la fortune ou la misère. 20 000 francs par an donnent environ 3 louis par jour. Or, qu'est-ce que 3 louis pour un aimable viveur qui prétend déjeuner et dîner dans les meilleurs restaurants et se faire habiller par les tailleurs illustres qui ne coupent pas un pantalon à moins de 100 francs? Qu'est-ce que 3 louis par jour pour un imbécile qui loue des loges aux premières représentations, qui joue, qui soupe, qui promène des demoiselles à cheveux jaunes et qui commandite un cheval de course? Mesurant son budget et son ambition, M. Wilkie reconnut que jamais il ne nouerait les 2 bouts. « Comment donc font les autres ?» se demanda-t-il. Question grave. Tous les soirs, entre la chaussée d'Antin et le faubourg Montmartre, 1000 messieurs se promènent, étincelants de chic, de Londres à la bouche, une fleur à la boutonnière, que tout le monde connaît, qui connaissent tout le monde, et dont l'existence est un insoluble problème. Comment vivent-ils, et de quoi? Ils n'ont pas de patrimoine, on le sait. Ils ne font rien, on le voit. Et cependant, nulle dépense ne les étonne. Ils raillent agréablement le travail et bernent l'économie. De quel filon malpropre tirent-ils leur argent? De quelle industrie ténébreuse sont-ils les chevaliers? M. Wilkie n'en chercha pas si long. « On veut que je crève de faim, se dit-il. Ah, mais non, ce n'est pas à moi qu'on l'a fait, celle-là. Il faudra voir. » Et pour voir, en effet, il écrivit à M. Patterson. Le grave Anglais, par le retour du courrier, envoya 1000 francs. Une goutte d'eau. M. Wilkie, devant déjà plus que cela, fut indigné. « Ah, il me fait poser, pensa-t-il. Eh bien, je vais lui monter une bonne scie, et nous allons rire. » Et il écrivit de nouveau. La réponse, cette fois, se fit attendre assez longtemps. Elle vint, cependant. M. Patterson envoyait 2000 francs et une interminable épître où les remontrances n'étaient pas épargnées. L'intéressant jeune homme jeta l'épître au feu et s'en alla tout droit retenir une voiture, au mois et un domestique. De ce jour, sa vie se passa à demander et à attendre de l'argent. Petit à petit, il se perfectionnait, et il épuisait successivement tous les prétextes qui attendrissent les familles et trouvent le secret des coffres-forts les plus compliqués.
Il était malade, il avait perdu au jeu sur parole, il avait imprudemment obligé un ami peu scrupuleux, il était sur le point d'être saisi. Et selon que les réponses étaient ou non favorables, il se montrait humble ou impertinent, si bien que ses amis, rien qu'à la façon dont il portait sa moustache, savaient à quoi s'en tenir sur l'état de sa bourse. L'expérience lui venait, cependant. Additionnant toutes les sommes qu'il avait reçues, il ne laissait pas que d'être un peu effrayé du total, et il se disait que, pour lui donner tant d'argent, sa famille devait être bien riche. De cette réflexion lui vint l'idée d'exploiter, pour éblouir ses amis, le mystère de sa naissance et de ses premières années. La crédulité des autres aidant, il finit par se persuader, à force de le dire, qu'il était le fils d'un grand seigneur anglais, membre de la Chambre haute, et 20 fois millionnaire. Et il était à moitié de bonne foi quand il affirmait à ses créanciers que son père, le lord, devait arriver d'un jour à l'autre pour payer toutes ses dettes. Malheureusement, ce ne fut pas son père qui arriva, mais une lettre du digne monsieur Patterson, ainsi conçue. « On m'avait confié, pour vos besoins imprévus, cher monsieur, une somme considérable. Sur vos sollicitations réitérées, je vous l'ai adressée intégralement. Il ne me reste plus un centime à vous. Dès lors, mon mandat est rempli. Évitez-vous la peine et le port de nouvelles demandes. Elles resteraient sans réponse. Vous ne recevrez plus un penny au-delà de votre pension, trop considérable déjà, à mon avis, pour un homme de votre âge. » Cette lettre fut pour M. Wilkie comme un coup de bâton sur la tête. Que faire ? Il savait bien que M. Patterson ne revenait jamais sur une décision prise. Il lui écrivit cependant 3 ou 4 lettres éplorées, en vain. Et jamais ses besoins d'argent n'avaient été si pressants. Ses créanciers s'agitaient, le papier timbré commençait à pleuvoir chez son concierge, l'échéance de son trimestre était encore éloignée, et, par le mot de piété seul, il se procurait encore quelque argent de poche. Il se voyait perdu, réduit à congédier sa voiture, à vendre son tiers de pompier de Nanterre, déchu dans l'estime de ses spirituels amis. Son désespoir, enfin, était sans borne, quand, un matin, son domestique l'éveilla en lui disant que monsieur le vicomte de Coralt était là, dans le petit salon, et désirait lui parler pour une affaire très urgente. Tirer M. Wilkie du lit, c'était le diable à confesser ordinairement. Mais le nom que prononçait son domestique avait sur lui un pouvoir qui tenait du prodige. D'un bond, il fut à terre, et tout en s'habillant à la hâte, « Ce cher vicomte, chez moi, à cette heure-ci, murmura-t-il, c'est épatant. Aurait-il un duel, par hasard, et viendrait-il me demander d'être son témoin ? Bonne affaire. Cela me poserait un peu bien. Pour sûr, il y a quelque chose. » Deviner cela n'était point de sa part une preuve extraordinaire de perspicacité. Ne se couchant jamais avant 2 ou 3 heures du matin, M. de Coralt se levait toujours très tard. Si donc il montrait son coupé bleu dans les rues avant 9 heures du matin, un vrai crime de lèse chic, c'est qu'il devait y être forcé par des raisons majeures. Ces raisons étaient graves, en effet. Depuis plusieurs mois qu'il avait pénétré une partie des secrets de madame d'Argelès, le brillant vicomte ne les avait communiqués à personne. Ce n'était pas, assurément, par délicatesse qu'il s'était tu, mais parce qu'il n'avait aucun intérêt à parler. La mort soudaine de M. de Chalus changea brusquement la situation. C'est le lendemain soir de la catastrophe qu'il l'apprit, à son cercle, et l'émotion qu'il en ressentit fut telle qu'il refusa de se mêler à une partie de baccarat qui commençait. « Diable !» se dit-il, « réfléchissons un peu. Voilà la d'Argelès héritière. Se présentera-t-elle pour recueillir les millions ? Du caractère dont je la connais, c'est peu probable. La question d'identité l'arrêtera. Quant à aller trouver Wilkie et à lui avouer qu'elle, la d'Argelès, elle est une demoiselle de Chalus et qu'il est son fils naturel, jamais de la vie. Elle renoncera aux millions pour elle et pour lui, plutôt que de s'y résoudre. Elle est antique, cette femme-là. » Et sur ce, il s'était mis à chercher quel parti tirer de ce qu'il savait. C'est que M. de Coralt, comme tous les gens dont le présent repose sur une fiction plus ou moins inavouable, avait grand peur de l'avenir.
Pour l'instant, il avait l'art de se procurer les 30 ou 40 000 francs indispensables à son luxe, mais il n'avait pas un rouge liard de côté, et du jour au lendemain, le filon qu'il exploitait pouvait tarir. Que fallait-il pour le précipiter du fait, de ses fausses splendeurs sur le pavé, ou plutôt dans la boue? Un hasard, une indiscrétion, une maladresse. La sueur perlait à la racine de ses cheveux quand cette idée le poignait, qu'il n'était qu'un acteur, que la moindre défaillance pouvait perdre. C'est avec passion qu'il souhaitait une situation plus solide, un petit capital qui lui assurât du pain jusqu'à la fin de ses jours et qui éloignât de lui le fantôme de la misère. Et ce fut cet âpre désir qui lui inspira précisément le plan de M. Fortunat. « Pourquoi ne préviendrais-je pas Wilkie ?» se dit-il. « Si je lui donne une fortune, ce crétin me devra bien une récompense honnête. » À hasarder cette démarche, il risquait l'inimitié et la vengeance de Madame d'Argelès. Et c'était grave. S'il savait d'elle beaucoup de choses, elle connaissait tout de lui. Pour qu'il fût honteusement chassé de partout, elle n'avait qu'à le vouloir. Cependant, pesant les avantages et les périls, il se décida à agir, persuadé d'un autre côté qu'en s'y prenant bien, Madame d'Argelès ignorerait toujours sa trahison. Et s'il se trouvait si matin dans le petit salon de M. Wilkie, c'est qu'il craignait de n'être pas le seul à savoir la vérité, et qu'il tremblait d'être prévenu. « Vous ici, mon excellent bon, dès l'aurore, qu'arrive-t-il » Ainsi s'exprima M. Wilkie en entrant tout effaré dans le petit salon. « À moi ? Rien, répondit le vicomte. C'est pour vous que je me suis dérangé. Allons donc. Vous m'effrayez. Oh, rassurez-vous, je n'ai rien à vous dire que d'agréable. » Et d'un ton léger qui dissimulait fort bien son émotion. « Je suis venu, mon cher Wilkie, prononça-t-il, pour vous demander ce que vous donneriez bien à l'homme qui vous mettrait en possession de plusieurs millions. » En 10 secondes, le visage de M. Wilkie passa 2 ou 3 fois alternativement du blanc au pourpre, et c'est d'une voix altérée qu'il répondit. « Très bonne, celle-là. Je la trouve bien bonne. J'en rirai plusieurs jours, excepté pendant les repas. » Il essayait de railler, mais il était bouleversé. Il s'était bercé de tant de chimères que rien ne devait plus lui paraître invraisemblable. « De ma vie, je n'ai parlé plus sérieusement, » insista le vicomte. L'autre ne répondit pas tout d'abord. Ses regards effarés disaient quel combat se livrait en lui entre des espérances décevantes et la crainte d'être dupe de quelque mauvaise plaisanterie. « Voyons, cher, dit-il, enfin, voulez-vous me faire poser ? Ce ne serait pas gentil. Un débiteur, c'est sacré, et je vous dois 25 louis. Ce n'est pas le moment de me parler de millions, allez. Ma famille m'a coupé les vivres. Mes créanciers me la font au papier timbré. Enfin, ça ne boulotte pas. » Monsieur de Coralt l'arrêta, et d'un air solennel. « Sur l'honneur, prononça-t-il, je ne plaisante pas. Que donneriez-vous à l'homme qui vous... Eh, je lui donnerais la moitié de ce qu'il me ferait avoir. » « C'est trop. » « Non, non. » Il était de bonne foi, très certainement. Que ne promet-on pas, dans la sincérité de son âme, au mortel généreux qui promet de l'argent quand on n'en a pas, quand on en veut, quand il en faut. Alors, aucune commission ne paraît exorbitante. C'est plus tard, l'échéance venue, au moment de payer, qu'on suppute le taux de l'intérêt. Si je vous déclare que la moitié est trop, c'est que c'est vrai. Et mieux que personne, j'en puis être juge, puisque l'homme qui peut vous mettre en possession d'une fortune énorme, c'est moi. M. Wilkie recula d'un pas, abasourdi, hébété de surprise. « Cela vous étonne ?» fit le vicomte. « Et pourquoi, s'il vous plaît ? Serait-ce parce que j'exige une commission ? » « Oh, pas du tout. Ce n'est peut-être pas très gentilhomme, mais c'est pratique. Je suis dans le mouvement, moi. Les affaires sont les affaires. Passer midi au restaurant, au cercle, chez les petites dames, je suis tout ce qu'il y a de plus vicomte et grand seigneur. Les questions d'argent me donnent des nausées, pouah. Je suis insouciant, facile à la poche, obligeant pour mes amis. Mais dans la matinée, je suis tout simplement le sieur Coralt,
Un bourgeois qui ne paye pas ses fournisseurs avec des noyaux de pêche et qui surveille sa fortune parce qu'il n'a pas envie de faire le plongeon et de terminer sa brillante carrière simple soldat dans une légion étrangère quelconque. M. Wilkie ne le laissa pas continuer. Il croyait, et sa joie débordait, folle, délirante. « Assez, interrompit-il, assez. Une difficulté entre nous, jamais. C'est à la vie et à la mort, vicomte. Vous m'entendez? Combien vous faut-il? Voulez-vous tout? » Mais le vicomte restait de glace. « Il ne m'appartient pas, répondit-il, de fixer moi-même l'indemnité qui m'est due. Je consulterai un homme du métier, et je vous fixerai sur ce point après-demain, en vous exposant l'affaire. »« Après-demain? Vous me laisserez 48 heures le bec dans l'eau? » »« Il le faut. J'ai à me procurer encore quelques renseignements. Si je suis accouru, si j'ai parlé avant de pouvoir tout dire, c'est que je tenais à vous mettre en garde. Il se peut que quelque écornifleur vous vienne faire des propositions. Défiez-vous. Il est de ces gaillards qui, si on leur laisse mettre le nez dans une succession, l'ont bientôt dévoré. »« Il s'agit donc d'une succession ? » ?»« Oui, ainsi ne traitez avec personne. »« Oh, soyez tranquille. Je le serais bien davantage si j'avais une lettre de vous. » Sans mot dire, M. Wilkie se précipita à une table et rédigea un petit traité par lequel il s'engageait à compter à M. Fernand de Coralt la moitié de l'héritage dont le susdit lui indiquerait l'existence. Cet engagement, M. de Coralt le lut, et l'ayant glissé dans sa poche, « Eh bien, à lundi, dit-il en prenant son chapeau. » Mais déjà l'étourdissement de M. Wilkie se dissipait, et ses défiances revenaient. « À lundi, soit, fit-il. Mais jurez-moi que vous ne vous moquez pas de moi. »« Comment? Vous doutez encore? Quelle preuve vous faut-il donc ?» M. Wilkie se recueillit un moment, puis tout à coup, une triomphante inspiration illuminant sa cervelle. « Si vous dites vrai, cher, dit-il, je serai riche avant peu. Mais en attendant, la vie est dure. Pas le sou. Et ce n'est pas drôle, allez. J'ai un cheval qui court demain, pompier de Nanterre. Vous le connaissez bien. Il a énormément de chance. De sorte que si 50 louis ne vous gênaient pas... »« Comment donc ?» interrompit cordialement le vicomte. « Bien à votre service. » Et, tirant de sa poche un ravissant petit calepin, il en sortit non pas un, mais 2 billets de 1000 francs qu'il remit à M. Wilkie en lui disant « Monsieur me croit-il, maintenant ?»« Oui, n'est-ce pas ? Alors, à bientôt. » Ce n'était pas pour son plaisir, on peut le croire, ni par caprice, que M. de Coralt remettait au surlendemain ses confidences. Il savait son Wilkie sur le bout du doigt et sentait tout ce qu'il y avait de périlleux à laisser cet intelligent jeune homme errer par la ville avec la moitié d'un secret de cette importance. Différer, c'est presque toujours fournir au hasard des armes contre soi. Mais agir autrement lui avait paru impossible. S'il s'était hâté de faire signer un engagement à M. Wilkie, c'est que, sans connaître M. Fortunat, il connaissait l'industrie des dénicheurs d'héritage et qu'il craignait d'être devancé par quelque habile limier. S'il avait remis au lundi à dire son dernier mot, c'est qu'il n'avait pu rejoindre le marquis de Valorcey depuis qu'il savait la mort du comte de Chalus et qu'il n'osait rien conclure de définitif sans le consulter. Car telle était la situation que lui faisait son passé, qu'il était entre les mains du marquis comme un œuf entre celles d'un fort de la halle. Au moindre soupçon de trahison, M. de Valorcey fermait la main, et lui, Coralt, il était écrasé. C'est donc chez ce redoutable associé qu'il se rendit en sortant de chez M. Wilkie, et tout d'une haleine, il lui conta ce qu'il savait et les projets qu'il avait conçus. Grande dut être la stupeur du marquis en apprenant que la d'Argelès était une demoiselle de Chalus, mais il sut rester impassible. Il écouta sans interrompre, et lorsque le vicomte eut achevé, « Pourquoi, demanda-t-il, avoir attendu si tard pour me dire tout cela ? Jusqu'ici, cela ne vous intéressait en rien, ce me semble. » Le marquis l'enveloppa d'un regard perspicace et d'une voix très calme. « En d'autres termes, prononça-t-il, vous vous étiez jusqu'ici demandé quel serait pour vous le plus avantageux d'être avec ou contre moi.
Oh, pouvez-vous croire? Je ne crois pas, je suis sûr. Tant que j'ai été pour vous un solide appui, vous m'étiez dévoué. Je chancelle, vous êtes prêt à me trahir. Pardon, la démarche que je fais, pouviez-vous ne pas la faire? Interrompit vivement M. de Valençay. Puis, haussant les épaules, notez, ajouta-t-il, que je ne vous adresse pas le moindre reproche. Seulement, retenez bien ceci. Ou nous surnagerons, ou nous périrons ensemble. À la flamme qui passa devant les yeux de M. de Coralt, le marquis dut comprendre tout ce qu'il y avait de haine et de révolte dans le cœur de son associé. Il ne s'en inquiéta pas, et c'est du même ton glacial qu'il poursuivit. Du reste, vos projets, loin de contrarier mes desseins, les servent. Oui, il faut que la d'Argelès réclame l'héritage du comte de Chalus. Si elle hésitait, son fils lui forcerait la main, n'est-ce pas? Oh, soyez-en sûr. Et quand il sera riche, garderez-vous sur lui une certaine influence? Pauvre garçon, riche ou pauvre, je le pétrirai toujours comme une cire molle. Alors, très bien. Marguerite m'échappait. Je vais la ressaisir. J'ai une idée. Ah, les Fondèges prétendent jouer au plus fin avec moi. Nous verrons bien. Le vicomte l'observait sournoisement. Il s'en aperçut, et d'un ton de brusque cordialité. « Excusez-moi de ne point vous retenir à déjeuner, dit-il, mais il faut que je sorte. Le baron Trigault m'attend chez lui. Allons, sans rancune, au revoir. Et surtout, tenez-moi au courant. » Entré un peu inquiet chez le marquis de Valençay, M. de Coralt en sortit frémissant de colère. « Comme il y va, grondait-il. Nous surnagerons ou nous sombrerons ensemble. Merci de la préférence. Est-ce ma faute, à moi, s'il a dévoré sa fortune, cet imbécile? Ah, je commence à en avoir plein le dos de ses menaces et de ses grands airs. » Cependant, son irritation n'était pas si grande qu'il en oublia ses intérêts sérieux. Il avait encore à s'informer de la validité de l'acte qu'il se proposait de faire signer à M. Wilkie. L'homme d'affaires qu'il consulta lui répondit qu'un traité dans des conditions raisonnables serait très probablement admis par un tribunal en cas de contestation, et il lui rédigea un petit projet qui, dans son genre, était un chef-d'œuvre. Il n'était pas midi, et le vicomte était libre d'agir. C'est alors qu'il regretta amèrement le délai qu'il avait demandé. « Il faut que je retrouve Wilkie, » se dit-il. Mais il ne le retrouva que le soir, au café riche, et en quel état! La tête montée par les 2 bouteilles de vin qu'il avait bu à son dîner, et énumérant à haute voix les fantaisies qu'il se passerait quand il aurait des millions. « Quelle brute !» pensa M. de Coralt, furieux. « Si je le lâche, qui sait les sottises qu'il dira ou fera? Allons, il n'y a pas à balancer, il faut le suivre. » Et il le suivit en effet chez Bréban, et il s'y ennuyait prodigieusement lorsque M. Wilkie eut la fâcheuse idée de faire monter Victor Chupin. La scène qui eut lieu alors était de nature à émouvoir extraordinairement le vicomte. Qui pouvait être ce jeune garçon, qu'il ne se rappelait pas avoir jamais vu et qui le connaissait, qui savait son passé, qui lui avait jeté à la face, comme la plus sanglante injure, le prénom de Paul? Assurément, il y avait là de quoi le faire trembler. Comment ce jeune garçon s'était-il trouvé là, si à point, pour ramasser le chapeau de M. Wilkie? Était-ce par hasard? Non, il ne le croyait pas. Alors quoi? Il filait donc. Il épiait donc quelqu'un? Oui, très probablement. Qui? Lui, Coralt, sans aucun doute. À traverser la vie comme il la traversait, on sème des ennemis à chaque pas. Il s'en savait une collection imposante, et n'avait, pour les tenir en respect, que sa prodigieuse impudence et sa réputation de spadassin. N'était-il pas tout simple qu'on lui tendît quelques pièges? C'était miracle qu'on ne lui en eût pas déjà tendu. Les dangers qu'il entrevoyait étaient si terribles qu'il faillit renoncer à ses desseins sur madame d'Argelès. Risquer de se faire une ennemie de cette femme, n'était-ce pas trop d'audace?
Toute sa journée du dimanche se consuma en hésitation. Se dégager était bien simple. Il débiterait quelques comptes bleus à M. Wilkie et tout serait dit. Mais d'un autre côté, lâcherait-il ainsi une proie de 300 000 francs pour le moins, une fortune, l'indépendance, la sécurité de son avenir? Non, 1000 fois non, c'était trop tentant. C'est pourquoi le lundi, sur les 10 heures, un peu pâle par l'émotion, et plus grave que d'ordinaire, il se présenta chez M. Wilkie. « Causons peu et bien, lui dit-il d'une voix brève. Le secret que je vais vous révéler vous fera riche. Mais je serais peut-être perdu si on savait que vous le teniez de moi. Vous allez donc me jurer, sur votre honneur, que jamais, en aucune circonstance, pour quelque raison que ce soit, vous ne me trahirez. » M. Wilkie étendit la main et d'un accent solennel, « Je le jure, prononça-t-il. Parfait. Me voilà tranquille. Cela me dispense d'ajouter que si vous parlez, vous êtes un homme mort. Vous me connaissez, n'est-ce pas? Vous savez comment je manie une épée. Ne l'oubliez pas. » Il était si menaçant que l'autre frissonna. « On vous interrogera certainement, » reprit M. de Coralt. « Vous répondrez que vous avez tout su par un ami de M. Patterson. Maintenant, signons notre traité. » C'est bien sans voir, assurément, que M. Wilkie signa. « Au fait, disait-il, au fait, ces millions, cette succession. » Mais M. de Coralt, une fois encore, relisait le traité. Ayant fini, « La succession qui vous revient, prononça-t-il, est celle de M. le comte de Chalus, votre oncle. Il laisse, assure-t-on, 8 ou 10 millions. » Au geste convulsif de M. Wilkie, à l'éclat de ses yeux, on eût dit que sa cervelle ne pouvait supporter une chance si prodigieuse et qu'il devenait fou. « Je savais bien que j'appartenais à une grande famille, s'écria-t-il. Le comte de Chalus, mon oncle. Je suis très noble, n'est-ce pas? C'est les petits camarades qui vont faire un nez. J'aurai une couronne à l'angle de mes cartes de visite. C'est cela qui est chic. » D'un geste, M. de Coralt lui imposa silence. « Oh, attendez avant de vous réjouir, fit-il. Oui, votre mère est une demoiselle de Chalus, et c'est par elle que vous héritez. Seulement, ne vous désolez pas trop. Il y a des exemples de malheurs semblables dans les plus grandes familles. Les circonstances, la dureté des parents, quelquefois, un amour plus puissant que la raison. » Non, en vérité, M. de Coralt n'avait pas de préjugés, et cependant, au moment d'apprendre à cet intéressant jeune homme ce qu'était sa mère, il hésitait. « Et alors ?» insista M. Wilkie. « Eh bien, votre mère étant jeune fille, à 20 ans, s'est enfuie de la maison paternelle avec un homme qu'elle aimait. Abandonnée, elle s'est trouvée dans une misère profonde. Il fallait vivre, n'est-ce pas? Vous aviez faim. Elle a changé de nom, et maintenant elle s'appelle Lia d'Argelès. » M. Wilkie, à ce nom, bondit. « Lia d'Argelès » fit-il. Et, éclatant de rire, il ajouta. « C'est égal. Je la trouve raide. » Chapitre 5. Cet homme qui sort emporte ton secret. Tu es perdu. Voilà ce qu'une voix sinistre, la voix du pressentiment, criait à madame Lia d'Argelès au moment où monsieur Isidore Fortunat, brusquement congédié par elle, refermait sur lui la porte du salon. Cet homme l'avait salué de cet antique et illustre nom de Chalus qu'elle n'avait pas entendu prononcer, qu'elle s'était interdit d'articuler depuis plus de 20 ans. Cet homme savait qu'elle, la d'Argelès, comme on disait, elle était une Durtal de Chalus. Cette affreuse certitude l'écrasait. Il lui avait affirmé, ce Fortunat, que sa visite était absolument désintéressée. L'intérêt qu'il portait à la famille de Chalus, la commisération que lui inspirait le sort d'une malheureuse jeune fille, mademoiselle Marguerite, étaient, à ce qu'il avait prétendu, les uniques mobiles de sa démarche.
Mais madame d'Argelès avait de la vie une trop cruelle expérience pour croire à ce beau désintéressement. Les temps sont difficiles, les sentiments chevaleresques sont hors de prix, elle l'avait éprouvé. « Si cet homme est venu, murmurait-elle, c'est qu'il voit un avantage pour lui à ce que je me présente pour recueillir l'héritage de mon pauvre frère. En repoussant ses sollicitations, je le prive du bénéfice qu'il espérait. C'est un ennemi que je viens de me faire. Et ce qu'il sait, il va s'empresser de le publier partout. Ah, j'ai été folle de le renvoyer ainsi. Je devais paraître l'écouter, me l'attacher par toutes sortes de promesses. Je devais... » Elle s'arrêta court. Un espoir lui venait. Monsieur Fortunat n'était sans doute pas loin, encore. Si on le rejoignait, si on le lui ramenait, ne pourrait-elle pas atténuer, sinon réparer complètement sa faute ? Sans perdre une seconde, elle descendit et ordonna à un domestique et à son concierge de courir après le monsieur qui venait de sortir, de tâcher de le rattraper et de le prier de revenir. Qu'elle avait réfléchi. Ils s'élancèrent dehors et elle les attendit dans la cour, le cœur serré par l'anxiété du résultat. Trop tard, ses émissaires, au bout d'un quart d'heure, reparurent l'un après l'autre, seuls. Ils avaient eu beau se hâter, ils n'avaient aperçu personne ressemblant aux visiteurs qu'ils poursuivaient. Ils s'étaient informés aux boutiquiers de la rue, aucun d'eux ne l'avait vu. « C'est un petit malheur », balbutia madame d'Argelès d'un ton qui démentait manifestement ce qu'elle disait. Et pressée de se dérober à la curiosité et aux conjectures de ces gens, elle gagna le petit salon où elle se tenait habituellement. Monsieur Fortunat lui avait laissé sa carte, c'est-à-dire son adresse. Rien n'était si simple que de courir chez lui ou de lui dépêcher un domestique. Elle en eut la tentation. Puis elle se dit que mieux valait attendre, qu'une heure de plus ou de moins importait peu. Elle avait envoyé un homme de confiance, Jobin, à la rencontre du baron Trigault. Il allait le lui ramener d'un moment à l'autre, et le baron la conseillerait. Il verrait mieux quel, et plus juste, quel parti il y avait à prendre. Et elle attendit. Et cependant, elle sentait le terrain brûlant sous ses pieds, et plus elle réfléchissait, plus le danger lui semblait pressant et terrible. La conduite de M. Fortunat, qui se représentait à son esprit, qu'elle discernait et jugeait maintenant, lui donnait tout à craindre de cet astucieux personnage. Car il lui avait tendu un traquenard, elle le reconnaissait, et elle s'y était laissée prendre. Peut-être soupçonnait-il seulement son identité quand il s'était présenté chez elle. Il lui avait annoncé brusquement la mort du comte de Chalus. Elle s'était trahie, et lui n'avait plus douté. « Que n'ai-je pas eu la présence d'esprit de nier audacieusement ?» murmurait-elle. « Ah, si j'avais eu l'affreux courage, au lieu de fondre en larmes, d'éclater de rire, de répondre que je ne comprenais absolument rien à ce qu'il me racontait. Cet homme se serait retiré, persuadé qu'il s'était trompé. » Et encore, cet agent d'affaires si rusé, lui avait-il dit tout ce qu'il avait pénétré du mystère dont elle s'entourait ? C'était peu probable. Il l'avait conjuré d'accepter la succession, sinon pour elle, du moins pour un autre. Et quand elle lui avait demandé pour qui, il avait répondu « Mademoiselle Marguerite ». Mais c'est à Wilkie, certainement, qu'il pensait. Ainsi, cet homme, cet Isidore Fortunat, savait qu'elle avait un fils. Peut-être connaissait-il personnellement M. Wilkie. Il y avait 100 à parier contre un que, furieux de sa déconvenue, il irait tout lui révéler. La malheureuse femme, à cette pensée, se tordait les mains de désespoir. Quoi ? Elle n'avait pas assez expié sa faute. Il fallait encore qu'elle fût frappée dans son fils. Pour la première fois, un doute poignant, douloureux comme un fer rouge, déchirait son âme. Ce qui lui avait paru l'effort le plus sublime de l'amour maternel, n'était-ce pas une faute, et bien plus grande que la première ? Elle avait fait de son honneur de femme la rançon du bonheur de son fils. Avait-elle ce droit ? L'argent qu'elle lui avait prodigué ne portait-il pas en soi, pour ainsi dire, tous les germes du malheur, de la corruption et de la honte ? Quelle ne serait pas la douleur et la rage de son Wilkie si jamais la vérité arrivait jusqu'à lui ? Hélas, il n'admettrait pas de transaction, lui,
ni excuse. Il serait impitoyable comme l'honneur. Il n'aurait que haine et mépris pour une mère tombée des sommets de la société au rang des créatures perdues. Il lui semblait entendre la voix indignée de ce fils, lui criant « Mieux tu valu me laisser mourir de faim que me donner du pain au prix de celui que j'ai mangé. De quel droit m'avoir flétri et déshonoré de vos abominables richesses? Tombez, vous deviez vous relever par le travail, dût-il être manuel et le plus pénible de tous. Il fallait faire de moi un ouvrier, et non pas un désœuvré, incapable de gagner sa vie. Bâtard d'une pauvre fille séduite et lâchement abandonnée, avec qui je partagerais mon salaire, j'irais le front haut et fier. Où voulez-vous qu'il aille cacher sa honte, le fils de Lia d'Argelès, après avoir pendant 20 ans joué au gentilhomme avec l'argent de Lia d'Argelès? Oui, ainsi parlerait Wilkie s'il venait à savoir. Et il saurait, elle en était sûre. Comment espérer garder un secret que connaissaient le baron Trigault, M. Patterson, le vicomte de Coralt et M. Fortunat? 4 personnes. Elle se croyait sûre des 2 premières. Elle pensait tenir le vicomte, mais l'autre, ce Fortunat. Le temps passait, cependant, et Jobin ne reparaissait pas. Que signifiait ce retard? Ne savait-il pas où trouver le baron? Avait-il rencontré des amis et était-il allé boire avec eux? Décidément, le malheur était sur elle. Quand la catastrophe est imminente, tout devient contraire, tout manque, tout avorte, tout trahit. Au moment où M. Fortunat s'était présenté, Mme d'Argelès causait avec le baron Trigault. Ce digne homme soupçonnait déjà l'infâme guet-apens dont Pascal Ferrailleur avait été victime, guet-apens dont elle n'était que trop certaine, hélas. Et il venait lui proposer de s'allier à lui pour démasquer l'infamie du vicomte de Coralt. Et elle avait refusé. N'était-elle pas à la discrétion du vicomte? Elle avait sacrifié un innocent à l'intégrité de son secret. Pour n'être pas trahie, elle était devenue la complice du plus odieux et du plus lâche des crimes. Même, elle avait traité de chimère les soupçons du baron, et elle avait défendu Coralt avec une telle véhémence que le baron, le seul ami qu'elle eût, s'était retiré blessé et indigné. Mon Dieu, que n'était-il là pour la conseiller? Au milieu de l'étrange complication des événements, sa tête se perdait. Elle se sentait prise du vertige. Elle n'y voyait plus clair. Et pourtant, en dépit de son trouble, elle comprenait qu'il fallait agir, décider quelque chose, prendre un parti, si désespéré qu'il pût être. Pouvait-elle tolérer que l'homme préféré par mademoiselle Marguerite, la fille de son frère, sa nièce par le sang sinon par la loi, que Pascal Ferrailleur fût sacrifié, égorgé, perdu par M. de Coralt, un misérable au profit du marquis de Valorcet? Lui était-il permis d'endurer que mademoiselle Marguerite devint contre son gré et contre son cœur la femme du marquis? Plus son frère avait été pour elle dur et impitoyable, plus c'était, lui semblait-il, un devoir de protéger Marguerite, de la sauver. Elle ne savait que trop ce que deviennent les femmes abandonnées. Laisserait-elle Marguerite rouler au fond de l'abîme où elle-même se débattait? Mais telle était l'inexorable fatalité qui pesait sur Madame d'Argelès, qu'elle ne pouvait essayer de secourir Pascal et Marguerite sans se perdre sûrement elle-même. Et encore, les sauverait-elle en bravant pour eux un malheur qui lui paraissait 1000 fois pire que la mort? La croirait-on quand elle dénoncerait le crime du vicomte de Coralt et du marquis de Valorcet? Est-ce qu'on ferait seulement attention aux accusations d'une femme comme elle? Peut-être attendrait-elle Coralt, n'ayant pour le démasquer qu'un nom à prononcer et un numéro de la Gazette des tribunaux à montrer. Mais Valorcet, n'était-il pas au-dessus de ses coups par son nom, par sa fortune, par son passé intact? Et c'était lui, cependant, qui était le plus coupable, ayant été la tête qui conçoit si l'autre avait été le bras qui exécute. C'était lui qu'il importait surtout de frapper. Vainement, dans sa détresse, la pauvre femme s'efforçait d'étudier sa situation. Elle n'y découvrait aucune issue. C'était comme un cercle de fer qui, de plus en plus, se resserrait autour d'elle.
Ce qu'elle apercevait de tous côtés, c'était le mépris, le désespoir, la honte. Perdue de douleur et d'épouvante, elle oubliait jusqu'au temps qui s'écoulait, quand le roulement d'une voiture dans la cour la fit tressaillir. « C'est Jobin, se dit-elle. Il ramène le baron. » Hélas, non. Jobin revenait seul. « Personne, » prononça-t-il d'un ton dégagé. Et cependant, le brave domestique n'avait ménagé ni ses peines ni les chevaux de sa maîtresse. Partout où il y avait une chance, si faible qu'elle fût, de rencontrer le baron, il s'était présenté. Partout, on lui avait répondu qu'on ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours. « En ce cas, dit madame d'Argelès, il faut courir jusque chez lui, rue de la Ville-l'Évêque. Il se peut qu'il y soit. »« Madame sait bien qu'on ne trouve jamais monsieur le baron chez lui. J'y suis allée, cependant, inutilement. » C'est que depuis 3 jours, le baron Trigault avait engagé sa fameuse partie avec Camille Bay, cet ancien ambassadeur si riche. Il avait été convenu qu'il jouerait jusqu'à ce que l'un d'eux eût perdu 300 000 francs. Et pour ne pas gaspiller un temps précieux, ainsi que le disait le baron, il ne bougeait plus, en quelque sorte, du grand hôtel où demeurait Camille Bay. Ils y mangeaient et ils y dormaient. Même c'était miracle que le bruit de ce duel aux billets de banque ne fût pas venu aux oreilles de madame d'Argelès. On ne parlait que de cela dans les cercles. Le Figaro avait déjà publié une description minutieuse du salon où se jouait la partie, et chaque soir il donnait les résultats. Aux dernières nouvelles, le baron avait l'avantage. Il gagnait environ 280 000 francs. « Si je suis rentré, reprit Jobin, c'est que je voulais rassurer madame. Je vais me remettre en quête. »« C'est inutile, » répondit madame d'Argelès. « Le baron viendra ce soir, sans aucun doute, après son dîner, comme tous les soirs. » Elle disait cela, et même elle s'efforçait de le croire, mais la vérité est qu'elle n'osait pas compter, qu'elle ne comptait pas sur le baron. « Je l'ai blessé ce matin, » pensait-elle. « Il est parti fâché comme jamais je ne l'avais vu. Il m'en veut. Il va me bouder. Qui sait combien de jours je serai sans le voir ?» Elle l'attendit cependant, consumée de la fièvre de l'attente, attentive à tous les roulements de la rue, l'oreille au guet, tressaillant chaque fois qu'il lui semblait qu'une voiture s'arrêtait devant son hôtel. À 2 heures du matin, le baron n'avait pas paru. « Allons, » murmura-t-elle, « c'est fini. Il ne viendra pas. » À cette heure, cependant, ses souffrances étaient moins intolérables. L'excès même du mal émoussait à la fin sa sensibilité. Une invincible prostration l'envahissait, qui paralysait toute son énergie morale et engourdissait sa pensée. Le désastre lui semblait si certain qu'elle n'avait plus l'idée de l'éviter. Elle l'attendait avec une sorte de résignation idiote, pareille à ces femmes espagnoles qui, dès qu'elles entendent gronder le tonnerre, tombent à genoux, persuadées qu'elles vont être frappées de la foudre. Elle gagna sa chambre, se soutenant à peine, et sitôt couchée, s'endormit. Oui, elle s'endormit de ce sommeil de plomb qui suit toutes les grandes crises de l'âme, et qui est comme la sève de Dieu de la douleur. Son premier mouvement, à son réveil, fut de sonner la femme de chambre pour qu'elle portât à Jobin l'ordre de se remettre à la poursuite du baron. Mais le digne serviteur avait deviné et prévenu les intentions de sa maîtresse. Il était parti de lui-même, depuis assez longtemps déjà. Quand il rentra, il était plus de midi, mais sa figure ridée rayonnait. Et c'est d'une voix triomphante qu'il annonça « Monsieur le baron Trigault !» Quand on se noie, qu'on se sent couler, qu'on en est à la dernière gorgée, le brin d'herbe qui flotte semble une planche de salut et on s'y raccroche. C'est avec un cri de joie que madame d'Argelès accueillit le baron, comme s'il eût pu faire que ce qui était ne fût pas. Elle espéra, elle qui, la minute d'avant, répétait encore « C'en est bien fait, tout est bien perdu !»« Ah, vous êtes bon d'être venu !» s'écria-t-elle. « Si vous saviez avec quelles angoisses je vous attendais. Ah, vous êtes bon !» Il ne répondit pas. Lui, assez vif d'ordinaire,
en dépit de son embonpoint et de sa continuelle oppression, il s'avançait d'un pas roide et lourd, l'œil injecté, la joue blême, tout frémissant encore des horribles scènes qu'il venait de subir à son hôtel. Et encore, fallait-il qu'il eût sur lui un prodigieux empire pour ne pas paraître plus bouleversé après l'accès de rage provoqué par la baronne, après les confidences de Pascal Ferrailleur et les révélations du marquis de Valorcey. « Si vous saviez, poursuivait madame d'Argelès, si vous saviez !» Mais elle s'interrompit, frappée à la fois, malgré le désordre de son esprit, de l'attitude et de la physionomie du baron. Il s'était arrêté au milieu du salon, et, immobile, il dardait sur elle un regard étrange, persistant, où se reflétaient les sentiments contradictoires qui s'agitaient et s'entrechoquaient en lui, la colère et la haine, la pitié et le pardon. Madame d'Argelès frissonna. La mesure n'était-elle donc pas comble? Un malheur nouveau allait-il fondre sur elle? Était-ce une aggravation de peine que lui apportait le baron, et non un soulagement? « Pourquoi me regardez-vous ainsi ?» demanda-t-elle, d'une voix altérée par l'anxiété. « Que vous ai-je fait ?» Il hocha tristement la tête, et, doucement, « Vous, ma pauvre Lia, rien. »« Alors, qu'y a-t-il ? Oh mon Dieu, vous me faites peur !» Il se rapprocha d'elle et lui prit la main, comme si par ce contact de la chair il eût voulu la pénétrer mieux et plus intimement de ce qu'il ressentait. « Ce qu'il y a, fit-il, je vais vous le dire. Vous savez, n'est-ce pas, que j'ai été lâchement dupé et joué, que ma vie a été brisée par un misérable qui a séduit la femme que j'aimais de la plus folle passion. Ma femme. Vous avez entendu mes serments de vengeance, si jamais j'arrivais à le connaître. Eh bien, Lia, je le connais maintenant. L'homme qui m'a volé ma part de bonheur ici-bas, c'est le comte de Chalus. C'est votre frère. » D'un brusque mouvement, madame d'Argelès arracha sa main de celle du baron et, terrifiée comme si elle eût vu devant elle se dresser un spectre, le bras étendu, elle recula jusqu'au mur en poussant un grand cri. « Mon Dieu !» Un amer sourire crispa les lèvres du baron. « Que craignez-vous » fit-il. « Votre frère n'est-il pas mort ? Il m'a volé jusqu'au bonheur de la vengeance. » Quand il se fut agi de sauver d'un seul mot la vie de son fils, de son Wilkie, madame d'Argelès n'eût pu prononcer ce mot. Elle savait, elle, les horribles déchirements qui avaient conduit le baron à une sorte de suicide moral, qui l'avaient amené à lier des parties de cartes où il risquait 1 demi-million et qui duraient 1 semaine à 12 heures par jour. « Mais ce n'est pas tout, » reprit-il. « Écoutez encore. J'étais sûr, je vous l'ai dit souvent, que ma femme, en mon absence, était devenue mère. Je l'ai cherché des années, cet enfant maudit, espérant que par lui j'arriverais jusqu'à son père. Eh bien, je l'ai retrouvé. Cet enfant est aujourd'hui une belle jeune fille. Elle vivait à l'hôtel de Chalus, près de votre frère. On l'appelle mademoiselle Marguerite. » À côté contre le mur, les bras pendants et inertes, plus tremblante que la feuille, madame d'Argelès écoutait. Et c'était à douter qu'elle comprit, tant il y avait dans ses yeux d'égarement et de détresse. C'est que l'horreur de l'événement dépassait ses appréhensions les plus affreuses. L'étrangeté de la réalité outrait les plus sinistres caprices du cauchemar. Sa raison vacillait sous tant de coups répétés, et son fils, son frère, Marguerite, Pascal Ferrailleur, Coralt, Valorcey, tous ceux qu'elle aimait, craignait ou haïssait, tourbillonnaient comme des spectres dans le chaos de son cerveau. Ce qui redoublait sa stupeur, c'était le sang-froid du baron. Tant de fois elle l'avait entendu exhaler en menaces terribles sa douleur et sa haine, qu'elle ne pouvait croire qu'il se résignât ainsi. Son calme était-il sincère ? Ne masquait-il pas plutôt une effroyable colère tout près d'éclater ? Lui, cependant, poursuivait. « C'est ainsi que la destinée se joue de nous,
et se raille de nos desseins. Vous souvient-il, Lia, du jour où je vous rencontrai, errant à travers les rues de Paris, votre enfant sur les bras, pâle, exténué de fatigue et du besoin, désespéré, sans asile et sans pain. Vous n'aperceviez plus d'autre refuge que la mort, m'avez-vous dit depuis. Comment m'imaginer, quand je vous recueillis, que je sauvais du suicide la sœur de mon ennemi le plus cruel, la sœur de l'homme que je poursuivais en vain avec un acharnement furieux. Sa respiration devenait haletante, et machinalement il passait et repassait la main sur son front, comme s'il eût pu, par ce geste, chasser une pensée qui l'obsédait. Tout ne serait pas dit, cependant, si je le voulais bien, continua-t-il avec un mauvais sourire. Le comte est mort, mais je puis encore lui rendre honte pour honte. Il m'a déshonoré autrefois. Qui m'empêche aujourd'hui de flétrir d'un ineffaçable opprobre ce grand nom de Chalus, dont il était si fier? Il a séduit ma femme. Je puis demain apprendre à tout Paris ce qu'a été, ce qu'est devenu sa sœur. Ah, c'était là, oui, c'était là ce que redoutait madame d'Argelès. Elle se laissa glisser à genoux et les mains jointes, d'une voix suppliante. « Grâce, balbutia-t-elle, grâce, pardonnez, ayez pitié de moi. N'ai-je donc pas toujours été pour vous une amie fidèle et dévouée? Souvenez-vous de ce passé que vous invoquiez. Qui donc vous a aidé à porter l'écrasant fardeau de vos chagrins? Ne vous rappelez-vous donc plus que vous aussi, un jour, vous vouliez mourir? Une femme s'est trouvée, dont les douces paroles ont écarté de vous l'idée du suicide, et cette femme, c'était moi. » Il la considéra un moment d'un œil attendri. De grosses larmes coulaient le long de ses joues. Puis, tout à coup, il se pencha vers elle, la releva et l'assit dans un fauteuil en s'écriant « Hé, vous savez bien que je ne ferai pas ce que je dis. Ne me connaissez-vous donc pas, sacrebleu? N'êtes-vous donc pas sûr de mon affection et que vous êtes sacré pour moi ?» Il cherchait à se remonter, évidemment, et à maîtriser son émotion. « D'ailleurs, ajouta-t-il, avant de venir ici, j'avais déjà pardonné. C'est stupide, peut-être. Pour rien au monde, je ne l'avouerai au cercle, mais c'est ainsi. Je me venge, mais d'une certaine façon. Je n'ai qu'à me tenir quoi, et la fille du comte de Chalus et de madame Trigault est une femme perdue, n'est-ce pas? Eh bien, je lui tendrai la main. Que cela soit ou non un ridicule, ajouté à tous ceux dont je suis orné, je m'en moque, j'ai promis. Morbleu, est-ce sa faute, à cette pauvre fille, si son père débauchait les femmes mariées et si sa mère était une coquine? Je me déclare pour elle, moi. » Madame d'Argelès se dressa, le visage rayonnant d'espérance et de joie. « Alors, nous sommes peut-être sauvés, s'écria-t-elle. « Ah, je savais bien, en vous envoyant chercher, que je ne m'adresserais pas en vain à votre cœur. » Elle lui prit la main qu'elle voulut porter à ses lèvres, mais il la retira doucement en demandant d'un air étonné. « Que voulez-vous dire ?»« Que je suis cruellement punie de n'avoir pas voulu vous aider à défendre ce malheureux qu'on a déshonoré ici, chez moi, au jeu, l'autre nuit. »« Monsieur Pascal Ferrailleur ?»« Oui, il est innocent. Le vicomte de Coralt est un misérable. C'est lui qui a glissé entre les mains de monsieur Ferrailleur les paquets de cartes préparés qui l'ont fait gagner. Et c'est sous la pression du marquis de Valorcey que monsieur de Coralt a commis cette infamie. » C'est d'un air stupéfié que le baron examinait madame d'Argelès. « Quoi ?» fit-il. « Vous saviez et vous avez laissé faire ? Vous avez eu le courage de vous taire quand cet honnête homme qu'on égorgeait invoquait votre témoignage ? Vous avez souffert que ce crime atroce s'accomplît chez vous, sous vos yeux ? J'ignorais alors jusqu'à l'existence de mademoiselle Marguerite. J'ignorais que ce jeune homme est aimé de la fille de mon frère. J'ignorais... » Le baron l'interrompit, et d'un accent indigné, « Ah, n'importe, s'écria-t-il, c'est une abominable action que vous avez commise. » Elle baissa la tête, et d'une voix à peine intelligible. « Étais-je donc libre ?» balbutia-t-elle. « J'ai subi une volonté plus forte que la mienne. »
Que n'avez-vous entendu les menaces de M. de Coralt? Il a surpris mon secret. Il connaît Wilkie. Je lui appartiens. Je suis à sa discrétion. Ne froncez pas ainsi les sourcils. Je ne m'excuse pas. J'explique. Ma position est atroce. Je n'ai confiance qu'en vous. Seul, vous pouvez venir à mon secours. Écoutez-moi. Et, rapidement, elle lui apprit sa situation vis-à-vis de M. de Coralt, ce qu'elle avait pénétré des projets du marquis de Valorcey, l'effrayante visite de M. Fortunat, ses conseils, ses insinuations, ce qu'elle craignait et, enfin, la ferme résolution où elle était maintenant d'arracher mademoiselle Marguerite aux entreprises de ses ennemis. Le baron s'était assis, et il écoutait, haletant, remué par une émotion bien autrement puissante et irrésistible que celle du bac le plus corsé. Les explications de madame d'Argelès, complétant les confidences de Pascal Ferrailleur et les aveux involontaires du marquis de Valorcey, le baron ne pouvait douter qu'une ténébreuse intrigue ne s'agitât autour des millions du comte de Chalus. S'il en avait tout d'abord compris le but, il commençait, croyait-il, à en discerner les moyens. Il s'expliquait comment et pourquoi Valorcey, ruiné, persistait à vouloir épouser mademoiselle Marguerite, même sans dot. Ce misérable, pensait-il, c'est par Coralt que madame d'Argelès est une Chalus. Il compte, quand mademoiselle Marguerite sera sa femme, d'obliger madame d'Argelès à accepter la succession de son frère et à la partager avec elle. Madame d'Argelès, à ce moment même, achevait son récit. « Et maintenant, ajouta-t-elle, que faire? Quel parti prendre ?» Le baron se caressait le menton, ce qui était un geste familier quand il demandait quelque effort à son intelligence. « D'abord, répondit-il, nous démasquons Coralt et Valorcey, et nous réhabilitons ce brave monsieur Ferrailleur. C'est 100 000 francs qu'il m'en coûtera très probablement, mais, ma foi, je ne les regretterai pas. Je les perdrai peut-être à un 30 et 40 quelconque l'été prochain, et mieux vaut qu'ils servent à une bonne action qu'à grossir le dividende des actionnaires de mon ami Blanc. Malheureusement, M. de Coralt parlera dès qu'il apprendra que j'ai révélé les turpitudes de son passé. Soit, il parlera. Madame d'Argelès frissonna. Mais alors, le nom de Chalus sera flétri, dit-elle. Wilkie saura qui est sa mère. Non. Cependant. Ah, laissez-moi finir, cher ami. J'ai mon plan. Il est simple comme bonjour. Dès ce soir, vous allez écrire à votre correspondant de Londres. Monsieur Patterson, je crois, demandez votre fils en Angleterre, sous un prétexte quelconque. Sous le prétexte de lui donner de l'argent, par exemple. Tout naturellement, il s'y rendra. On l'y retiendra. Coralt ne courra certes pas après lui, et nous serons tranquilles de ce côté. « Mon Dieu !» murmura madame d'Argelès. « Comment cette idée ne m'est-elle jamais venue ?» Singulièrement troublé, le baron peu à peu recouvrait son sang-froid. « Ce qui vous concerne, cher ami, poursuivit-il, est plus simple encore. C'est une comédie à jouer. Que vaut votre mobilier ? 100 000 francs, n'est-ce pas ? Eh bien, vous allez signer, au nom d'un de mes hommes de paille, pour 100 000 francs de traite antidatée. Au jour de l'échéance, lundi, par exemple, on vous présente vos traites. Vous ne payez pas. On vous poursuit. Vous laissez poursuivre. On vous saisit. Vous laissez saisir. Je ne sais si je m'explique bien. Oh, très bien. Donc, vous voilà saisi. Vous ne faites pas opposition. Et 8 jours après, des affiches superbes apprennent à tout Paris que par autorité de justice, on vend rue Drouot, au plus offrant et dernier enchérisseur, le mobilier, la garde-robe, les cachemires, les dentelles et les diamants de madame Lia Da. Vous voyez d'ici l'effet, n'est-ce pas ? Il me semble entendre vos amis et les habitués de votre salon s'abordant sur le boulevard. Eh bien, très cher, et cette pauvre d'Argelès ? Ah, ne m'en parlez pas. C'est une lessive volontaire, sans doute. Pas du tout, elle est décavée. Tout ce qu'il y a de plus décavé. Tiens, cela me fâche. C'était une bonne fille. Oh, excellente.
On s'amusait beaucoup chez elle, seulement entre nous. Eh bien, dame, elle n'était plus de la première jeunesse. Enfin, n'importe, tel que vous me voyez, j'irai à sa vente et je pousserai. Et en effet, cher ami, vos amis ne manqueront pas de se rendre à l'hôtel Drouot, et vos plus intimes s'abandonneront à leur générosité jusqu'à ce point de mettre une enchère de 20 sous sur quelqu'un des minces bibelots de vos étagères. Écrasée de honte, madame d'Argelès baissait la tête. Jamais en si peu de mots on ne lui avait fait sentir toute l'horreur de sa situation. Jamais on ne lui avait si vivement éclairé l'abîme de honte où elle avait roulé. Et de qui lui venait cette humiliation suprême? Du seul ami qu'elle eut, de celui qui était son unique espoir, du baron Trigault. Et ce qu'il y avait d'affreux, c'est qu'il ne semblait pas avoir conscience de la cruauté de ses paroles, et qu'il continuait d'un ton d'amère ironie. Comme de juste, vous aurez une exposition avant la vente, et vous verrez accourir toutes ces poupées du monde que les fournisseurs, les couturiers et les imbéciles appellent des grandes dames. Elles viendront estimer ce que vaut la vie d'une femme connue et voir s'il n'y aurait pas quelque bon marché à faire. C'est le chic. Les grandes dames que je dis se parent sans façon des diamants qu'elles achètent à la vente d'une fille. Oh, soyez sans crainte. Vos bibelots auront la visite de ma femme et de ma fille, de la vicomtesse de Boisdardon, de madame de Rochecotte et de ses 5 demoiselles. Puis les journaux s'empareront de l'histoire, ils publieront votre déconfiture et le prix de vos tableaux, et tout sera dit. C'est avec une curiosité craintive que madame d'Argelès examinait le baron. Il y avait bien des années qu'elle ne lui avait vu, à lui, le fanfaron du scepticisme, cette exaltation sincère. « Soit, fit-elle, je suis prête à suivre vos conseils. Mais après. »« Quoi ? Vous ne voyez pas où j'en veux venir ? Après, vous disparaîtrez. Je connais 5 ou 6 journalistes. Ce sera bien le diable si je ne persuade pas à l'un d'eux que vous êtes morte sur un grabat d'hôpital. Ce sera le sujet d'une chronique touchante et surtout morale. Encore une étoile qui file, diront les journaux. Ainsi finissent misérablement toutes ces malheureuses dont le luxe scandalise les femmes honnêtes. Et que deviendrai-je ? Une femme respectée, Lia. Vous passerez en Angleterre, vous vous installerez dans quelques jolis cottages des environs de Londres et vous vous y créerez une personnalité nouvelle. Le produit de la vente de votre mobilier suffira bien 1 an à vos besoins et à ceux de Wilkie. Au bout de ce temps, vous réunirez les actes indispensables, vous ferez constater votre identité et vous réclamerez la succession du comte de Chalus. Madame d'Argelès se dressa tout d'une pièce. « Jamais !» s'écria-t-elle. « Jamais !» Évidemment, le baron crut qu'il avait mal entendu, qu'il comprenait mal. « Quoi ?» balbutia-t-il. « Vous voulez abandonner à l'État ces millions qui vous appartiennent légitimement ? » « Oui, je le veux. Il le faut. »« Vous sacrifierez l'avenir de votre fils ? » ?»« Non. Ce que je ne puis faire, moi, Wilkie le fera, plus tard. »« Mais c'est de la folie. » À l'abattement de madame d'Argelès, une agitation fébrile succédait. La colère crispait ses traits et ses yeux, mornes et éteints d'ordinaire, flamboyaient. « Ce n'est pas folie, » s'écria-t-elle, « mais vengeance !» Et comme le baron stupéfait ouvrait la bouche pour l'interroger, « Laissez-moi finir, » interrompit-elle, « et après vous me jugerez. De mon passé, je vous ai tout dit, avec une franchise absolue. Oui, tout, sauf ceci. Je suis mariée, monsieur le baron, mariée légitimement, liée par une chaîne que rien ne peut plus briser. Et mon mari est un misérable, et vous seriez épouvanté si vous connaissiez sa scélératesse. Oh, ne hochez pas la tête. Je ne saurais être soupçonnée d'exagération lorsque je parle ainsi de celui que j'ai tant aimé. Car je l'ai aimé, hélas, jusqu'à la démence, jusqu'à l'oubli de moi-même, de ma famille, de l'honneur, des devoirs les plus sacrés. Je l'ai aimé jusqu'à ce point de le suivre, lorsqu'il avait les mains chaudes encore du sang de mon frère.
Ah, le châtiment ne devait pas se faire attendre, et il fut effroyable, comme la faute. Cet homme pour qui j'avais tout abandonné, tout foulé aux pieds, dont j'avais fait mon Dieu. Savez-vous ce qu'il me disait, le 3e jour de notre fuite? Il faut, en vérité, que vous soyez plus sotte qu'une oie d'avoir oublié de prendre vos bijoux et vos diamants. Oui, voilà ce qu'il me dit, brutalement et d'un air furieux. Je le jugeais dès lors, et je pus mesurer la profondeur du précipice où je devais rouler. Cet homme qui m'avait enivré de passion ne m'aimait pas. Chez lui, tout avait été calcul et spéculation. C'est froidement qu'il avait employé des mois à me séduire. Il ne voyait de moi que la fortune de ma famille. Oh, il ne me l'a pas caché. Si vos parents ne sont pas des monstres, me répétait-il sans cesse, ils finiront bien par consentir à notre union. Ils vous donneront une bonne dot, nous la partagerons, je vous rendrai votre liberté, et nous serons très heureux, chacun de notre côté. Voilà pourquoi il voulut absolument m'épouser. J'y consentis à cause de mon fils. Mon père et ma mère étaient morts. Il espérait me déterminer à réclamer la part qui me revenait de la fortune paternelle. Quant à la réclamer lui-même, il n'osait. Il est lâche. Il avait peur de mon frère. Mais moi, j'avais juré que jamais il n'aurait un centime de ces richesses qu'il convoitait, et ni ses menaces, ni les coups ne purent me déterminer à faire valoir mes droits. Dieu sait de quelle brutalité j'avais été victime lorsque j'eus le bonheur de lui échapper, ainsi que Wilkie. Il nous a bien cherchés depuis 15 ans. Il n'a pas pu retrouver notre trace. Mais il n'a pas cessé de surveiller mon frère, j'en suis sûre. Mes pressentiments ne sauraient me tromper. Que je suive votre conseil, monsieur le baron, que je demande à être envoyé en possession de la fortune de mon frère. Mon mari aussitôt reparaît, et, notre contrat à la main, il s'empare de tout. Je l'enrichirai donc. Oh non, jamais, à aucun prix. J'aimerais mieux mourir de misère. Je verrai, avant, Wilkie mourir de faim. Madame d'Argelès s'exprimait sans emphase aucune, mais de cet accent de violence contenue qui trahit des années de rage dévorées en secret, et les plus inébranlables résolutions. Qu'on pût modifier ses volontés et la ramener à des avis plus sages et surtout plus pratiques, il ne fallait pas l'espérer. Le baron n'eut même pas l'idée de le tenter. Ce n'était pas de la veille qu'il connaissait madame d'Argelès, et il avait éprouvé la trempe de son énergie. Elle outrait encore le trait dominant de sa famille, cet entêtement proverbial des Chalus que la Ventrasson signalait à M. Fortunat. Elle garda le silence un moment, comme si elle eût été étouffée des aveux que lui arrachait la nécessité. Puis, d'un ton ferme, « Je n'en suivrai pas moins une partie de vos conseils, monsieur le baron, » reprit-elle. « Dès ce soir, je vais écrire à monsieur Patterson d'appeler Wilkie près de lui. Avant 15 jours, j'aurai vendu mon mobilier et disparu. Je resterai pauvre. Mon opulence est bien plus fausse qu'on ne croit. N'importe. Mon fils est un homme. Il apprendra à gagner sa vie. » « Ma caisse est à votre disposition, Lia. »« Merci, mon ami. Merci 1000 fois. Je ne saurais accepter vos offres. Quand Wilkie n'était qu'un enfant, je ne dis pas. Maintenant, je gratterai la terre avec mes ongles plutôt que de lui donner un louis venant de vous. Il me semblerait toujours qu'il y lirait votre nom. Vous me jugez pleine de contradictions. Peut-être. En tout cas, je ne suis plus ce que j'étais hier. Le malheur a déchiré l'épais bandeau que j'avais devant les yeux. Je vois ma conduite maintenant, et je la juge. Pour mon fils, comme pour moi, j'ai été coupable et folle. Je pouvais me réhabiliter par lui. Il sera peut-être déshonoré par moi. Elle respira fortement, comme si tout son sang eût afflué à sa poitrine, et d'une voix étouffée, « Wilkie travaillera pour lui et pour moi. S'il est fort, il nous sauvera. S'il est faible, eh bien, nous périrons. Mais c'est assez de lâcheté comme cela et de transactions honteuses.
Il ne sera pas dit que j'aurais sacrifié à mon fils l'honneur d'un honnête homme et le bonheur de la fille de mon frère. Je vois où est le devoir. Je saurai m'y attacher d'une étreinte invincible. » De la tête et du geste, le baron approuvait. « Bien, fit-il, très bien. Seulement, laissez-moi vous dire que tout n'est pas perdu. Le code a des armes pour les causes justes. Peut-être y a-t-il un moyen de conquérir votre héritage sans que votre mari en puisse rien toucher. Hélas, j'ai consulté autrefois. On m'a répondu que j'étais prise et bien prise. Cependant, voyez, informez-vous. J'ai confiance en vous. Je sais que vous ne voudriez pas me forcer la main, mais hâtez-vous. Le pire malheur serait moins affreux que mes angoisses. Je me hâterai. Monsieur Ferrailleur est, m'a-t-on dit, un avocat habile. Je lui parlerai. Et pour cet homme qui est venu me voir, ce Fortunat, que faire? Le baron se recueillit un moment. Le plus sûr serait de ne pas bouger, prononça-t-il enfin. S'il a de mauvais desseins, votre visite ou une lettre ne ferait que les précipiter. À l'air dont madame d'Argelès secouait la tête, il était aisé de voir qu'elle n'espérait guère. « Tout cela finira mal, » murmura-t-elle. C'était un peu l'avis du baron, mais est-ce bien charitable de retirer d'avance aux malheureux le courage dont ils auront besoin aux heures décisives? « Baste, fit-il d'un ton léger, la veine va sans doute tourner. Elle tourne toujours. Le bon Dieu, que diable, ne peut pas éternellement favoriser les mêmes, surtout quand ces mêmes sont des coquins. C'est pourquoi je parierais. » Le timbre de la pendule, lui coupant la parole, le fit bondir hors de son fauteuil. « 2 heures » s'écria-t-il avec une expression d'inquiétude visible. « Et Camille Bay qui m'attend. Je n'ai pas, certes, gaspillé mon temps ici, mais je devrais être au jeu depuis midi. Camille est capable de me soupçonner de vouloir faire Charlemagne. Ces Turcs sont étonnants. Il est vrai que je lui gagne en ce moment 280 000 francs. » Il assura son chapeau sur sa tête et, ouvrant la porte, « Allons, à bientôt, chère dame, dit-il, et surtout n'interrompez en rien vos habitudes. Notre succès dépend surtout de la sécurité des autres. » Ce conseil, madame d'Argelès le trouvait si juste qu'une demi-heure plus tard, elle sortait en voiture et se faisait conduire au bois, bien éloignée de se douter qu'elle traînait après sa Victoria l'espion de M. Fortunat, Victor Chupin. Pousser jusque chez Wilkie au retour était une imprudence. À rôder, telle qu'une ombre honteuse, autour de la maison de son fils, elle risquait d'éveiller des soupçons. La pauvre femme ne s'abusait pas. Mais ses anxiétés furent plus fortes que sa raison. Elle donna l'ordre à son cocher de toucher rue du Helder, et elle y arriva juste à point pour livrer son secret à Victor Chupin, assez à temps pour recevoir de M. Wilkie la plus grossière insulte. L'ouragan l'écrasa, et cependant elle essaya d'y voir une preuve des sentiments honnêtes de son fils, une preuve de son mépris pour ces malheureuses dont le flot, chaque soir, grossit sur l'asphalte des boulevards. Mais si son énergie restait indomptable, ses forces, après tant de secousses, trahissaient sa volonté. En rentrant à son hôtel, se sentant défaillir, elle fut obligée de se coucher. Elle grelottait de froid, et cependant il circulait dans ses veines comme des bouffées de flammes. Le médecin qu'elle fit appeler lui déclara que cela ne serait rien, mais qu'il importait qu'elle gardât le lit et qu'elle se tînt bien chaudement. Et comme c'était un homme perspicace, il ajouta, non sans un sourire malicieux, que tout excès est nuisible, celui du plaisir comme les autres. C'était un dimanche. Madame d'Argelès put obéir au médecin et défendre sa porte pour tout le monde, le baron excepté. Et encore, redoutant que cette défense ne parût extraordinaire, elle commanda à son concierge de répondre à quiconque se présenterait qu'elle était à la campagne et ne serait de retour que le lendemain pour sa réception accoutumée. C'est que cette soirée, madame d'Argelès ne pouvait la remettre. Qu'eussent dit, en trouvant la porte close, les habitués qui jouaient chez elle tous les lundis depuis des années. Elle s'appartenait moins encore que la comédienne. Elle n'avait pas le droit de pleurer ni de souffrir seule.
Vers 7 heures du soir donc, le lundi, défaillante de corps et d'âme, elle se leva et on l'habilla, on la coiffa, on la para. Elle choisit entre toutes ses robes cette robe de couleur sombre qu'elle portait à cette soirée où Pascal Ferrailleur avait été sacrifié. Comme elle était plus pâle que de coutume, elle mit plus de rouge et exagéra l'ombre de ses traits pour que ses yeux parussent moins plombés. Et à 10 heures, les premiers joueurs qui entrèrent dans ces salons illuminés la trouvèrent, comme toujours, pelotonnée dans une chaise longue au coin de la cheminée, son éternel et accueillant sourire figé aux lèvres. Il y avait une quarantaine de personnes déjà, et le jeu s'animait quand madame d'Argelès vit entrer le baron. Rien qu'à ses yeux, elle crut deviner qu'il apportait d'heureuses nouvelles. Et en effet, pendant qu'elle lui serrait la main, « Tout va bien, murmura-t-il. J'ai revu monsieur Ferrailleur. C'est un rude matin. Je ne donnerai pas 10 sous de la partie de Valorcet et de Coralt. » Mieux que toutes les prescriptions, cette phrase devait rendre des forces à madame d'Argelès. Elle lui donna la liberté d'esprit dont elle fit preuve quand monsieur de Coralt vint lui présenter ses hommages, car il eut cette impudence de venir, autant pour dissiper les soupçons que pour voir, ainsi qu'il le disait, l'effet de son brûlot. Le calme de madame d'Argelès dut le confondre. Ignorait-elle encore? Dissimulait-elle? Indécis et inquiet, au lieu de se mêler au groupe de causeurs, il alla s'asseoir au jeu à une place d'où il ne perdait pas un mouvement de la pauvre femme. Les 2 salons étaient pleins, le baccarat se corsait, tout le monde paraissait en joie, quand, un peu après la demie de minuit, un domestique traversa rapidement le salon, murmura quelques mots à l'oreille de madame d'Argelès et lui remit une carte. Elle la prit, cette carte, y jeta les yeux, et un cri lui échappa, rauque, terrible, si effrayant que 5 ou 6 joueurs en quittèrent le jeu. « Qu'y a-t-il » Elle voulait répondre et ne pouvait. Ses mâchoires remuaient, elle ouvrait la bouche, pas un son ne sortait. On la devinait livide sous son rouge et à l'éclat de ses yeux fixes. On eût dit que la folie dansait dans son cerveau. Un curieux, sans penser à mal, essaya de prendre la carte qu'elle serrait entre ses mains crispées. Elle le repoussa d'un geste si terrible qu'il faillit tomber. « Qu'a-t-elle » demandait-on de tous côtés. « Qu'a-t-elle » Grâce à un effort suprême, elle put répondre. « Rien !» Puis, s'accrochant à la tablette de la cheminée, elle réussit à se dresser. Et d'un pas raide, se tenant au mur, elle sortit.